Cette semaine, la paire pense à vous, chers auditeurs. 2 offres vous sont réservées. Écoutez bien, moins 15% sur la cuisine Twist et moins 15% sur les aménagements placards espace et sur les portes apparences. Profitez aussi de moins 50% sur les cuisines Expo Silver et Arôme. N'oubliez pas, cette offre est valable jusqu'au samedi 6 juin. Alors foncez au magasin La Paire de Ducos. La Paire, y'en a pas deux. Le Tout Info Politique avec Jean-Marc Pulvar sur RCI. Bonsoir et bienvenue dans notre traditionnel rendez-vous politique. C'est le lundi sur RCI avec le représentant d'un parti politique. Et comme annoncé depuis ce matin sur RCI, c'est le chef de file des Patriotes et Alliés qui va passer une demi-heure avec nous ce soir. L'occasion pour lui de venir donner, on va dire, sa vérité sur les chiffres qui circulent sur la gestion financière du Conseil régional. Alors, on sait que sur un budget de 400 millions d'euros à peu près, la région a terminé l'exercice avec 1 million d'euros d'excédent. La collectivité régionale a aussi, ces dernières années, emprunté pour à peu près 330 millions d'euros. Alors, la majorité régionale soutient qu'il faut emprunter pour développer, et face à cette réalité, l'opposition prévient, ce n'est pas de la bonne gestion. Autant de points que nous allons aborder avec Daniel Marie-Sainte. Bonsoir, Daniel Marie-Sainte. Bonsoir, M. Boulevard. Alors, je l'ai dit, on va voir avec vous la vérité dans vos chiffres, des chiffres du Conseil régional. Alors, vous parlez souvent d'un gouffre financier de 300 millions d'euros au Conseil régional. Pouvez-vous être plus précis? Je ne vais pas utiliser le terme de gouffre. Pas encore. Non, j'ai donné le niveau de l'endettement, c'est-à-dire la dette bancaire, d'une part. J'ai parlé du niveau des engagements pris par l'actuelle collectivité régionale sur l'avenir et qui engage la collectivité territoriale de Martinique. Et j'ai parlé surtout, et je vais en parler si vous me donnez l'occasion, de gaspillage de fonds publics, et j'ai plusieurs exemples. Alors, gaspillage de fonds publics. Mais j'ai parlé également, puisque vous avez démarré là-dessus, le débat qu'il y a eu à propos du compte administratif de 2015, j'ai parlé d'insincérité. J'ai dit que je prétends que les résultats qu'on nous a donnés n'étaient pas sincères et qu'il y a une certaine opacité sur tous les annexes, tous les satellites. Et je vais développer mon point de vue si vous me donnez l'occasion. Donc, vous nous dites qu'on ne vous donne pas tous les éléments quand vous analysez les chiffres. Malgré les réclamations que nous faisons. Très bien. Alors, au mieux, vous êtes partisan, on va dire, d'une extrême rigueur budgétaire. Par exemple, vous êtes contre le recours à l'endettement. Ah non. Et vous fustigez... C'est vous qui dites ça. Mais alors, si, vous pouvez me corriger, vous êtes là pour ça. Oui. Et donc, vous fustigez le président de région qui emprunte, selon vous, à tout va, vous l'avez entendu mardi dernier, et vous demandez aux électeurs de sanctionner une gestion, selon vous, qui serait aventureuse. Or, si je dis le contraire, vous me dites. Oui, en tout cas, c'est mieux d'ailleurs de me donner la parole plutôt que de me faire parler en ma présence. Ce que nous disons qu'il y a un endettement excessif. Pourquoi ? D'abord, je veux dire que nous n'avons jamais été contre les emprunts. Alfred Marie-Jeanne en a pratiqué. Nous sommes à la veille d'une fusion du département et de la région. Et tout le monde sait que les engagements pris par la région d'une part et pris par le Conseil général d'autre part vont s'additionner dans le cadre de la collectivité territoriale de Martinique. Et que tous les ratios, tous les calculs, tous les remboursements, tous les paiements des engagements dans le futur vont être supportés par les 390 000 Martiniquais qui sont là. Pas parce qu'on a additionné de collectivités qu'on va doubler la population. Alors, qu'est-ce que nous constatons ? Entre 2011 et actuellement, l'actuelle région a déjà contracté une dette bancaire de 300 millions d'euros. 303 millions d'euros précisément. Ce sera l'ardoise qu'ils vont laisser au 31 décembre 2015 lorsqu'ils auront fini leur mandat. À côté de cela, ils ont contractualisé avec Vinci International, dans le cadre de ce qu'on appelle le PPP, partenariat public-privé, encore pour une centaine de millions. Et puis nous avons découvert, dans les documents qu'on nous a donnés pour la dernière plénière, qu'il y avait une série d'engagements, ce qu'on appelle les autorisations de programme, les autorisations d'engagement,
qui représente à peu près 1 milliard, je dis bien 1 milliard 600 000 euros d'engagements non mandatés, non financés actuellement, mais qui sont des engagements qui ont été votés, pour la plupart en 2012, et qu'il va falloir assumer. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Edibert Rajo, bonsoir, il nous a rejoint en cours d'émission, bonsoir. Voilà, l'idée c'est d'illustrer de manière systématique, parce que vous savez que nos auditeurs ne sont alors, pas forcément... Un engagement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un engagement? Et puis illustrer, donnez-nous des exemples de ce qu'il y a derrière ces engagements. Bien. Alors, un engagement, c'est quoi? C'est qu'on dit qu'on va faire tel projet. Et puis on l'estime. Alors, on va prendre un qui est emblématique, qui est le lycée Schellcher. Nous avions pris un engagement, nous avions voté une autorisation de programme, c'est-à-dire un engagement financier pour le réaliser, pour 60 millions. Eh bien, l'actuelle gouvernance... Précision, 60 millions, 60 millions d'euros. Pour payer la... Alors, c'est à la fois la conception, voilà. la conception et la démolition et la reconstruction des bâtiments du Schellcher qui ont près de 75 ans. Globalement, l'enveloppe que nous avions conventionnée avec la SODEM était pour 60 millions d'euros. Il y avait 45 millions pour les travaux, et puis disons une quinzaine de millions pour tous les frais annexes autour d'un chantier. Actuellement, le montant qui figure dans le budget de la région, c'est 85 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les 35 millions qui sont nécessaires pour la mise en confortation sismique du lycée dit de transit, qui est l'ancienne maternité de Redoute. Alors ça c'est du gaspillage. Voilà des engagements. Très bien. Alors, il y a également... C'est un exemple. Alors, on va revenir je suis pas en oui, autant oui, que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, Gilles Graziani, qui est le payeur régional. Alors, si vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit en séance plénière, c'était donc mardi dernier. Et ce matin, nous l'avons interrogé sur l'endettement. Alors, lui, c'est le payeur régional et on sait qu'en général, lui, quand il parle, il engage sa signature et son salaire aussi de temps en temps quand il intervient. Alors, on l'a interrogé sur l'endettement du conseil régional. On l'écoute. On mesure, si vous voulez, pour être simple, la part d'épargne qui est dégagée chaque année, et puis on la mesure par rapport à la totalité de l'endettement de la région. Il se trouve que la région a environ 4 années de capacité d'autofinancement pour se désendetter, alors que la norme financière normalement admise, elle est entre 7 et 8 ans. Donc l'Assemblée régionale a encore une marge de manœuvre en ce domaine. Et vous êtes le comptable public. S'il fallait noter la situation financière de la région, vous me diriez quoi ce matin ? S'il fallait noter, j'observe que les comptes administratifs comme les comptes de gestion ont été adoptés, que les comptes administratifs et les comptes de gestion sont en parfait accord. Si on choisit 3 ratios majeurs qui mesurent les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités, en aucun cas, parmi ces 3 indicateurs, le conseil régional est concerné par une mauvaise note. Alors, lui, c'est Gilles Graziani. Bon, pour la note, c'est parce que je sais que vous êtes très partisan des notations, quand vous aimez noter, faire une comparaison. Donc, on lui a posé la question sur la note. Mais sur les chiffres qu'il a, lui, qui sont les mêmes chiffres que vous avez, il a une lecture différente de votre lecture. Lui, il est payeur régional. Oui, mais il parle pas de la même chose que moi. Alors d'abord, attendez, vous me permettez de répondre. Oui, non, mais c'est une question. Ah bon. Est-ce que vous considérez sous ce qu'il a dit qu'il serait manipulé par le président de région ou la majorité du conseil régional? Je ne vais pas mener un débat politique avec un fonctionnaire. J'étais fonctionnaire moi-même, je connais les obligations de réserve. Lui, quelle est la mission du payeur régional, quel qu'il soit, la dame qui était avant lui et lui aussi? C'est d'abord de payer les mandats qui sont établis par l'ordonnateur. L'ordonnateur étant le président de région. Donc, on lui envoie des mandats, il vérifie si ce mandat correspond à un engagement, si toutes les pièces sont en règle, il doit les payer. Il les paye en fonction des sommes qui existent sur le compte bancaire au trésor du conseil régional. Deuxième mission qu'il a, c'est d'encaisser ce qu'on appelle les titres de recettes. Le président de région va émettre un certain nombre de titres de recettes pour recevoir de l'argent de l'État, de l'Europe, ou d'autres créanciers de la région, ou débiteurs de la région, et lui, il encaisse. Son compte, qu'on appelle le compte de gestion, oui, consiste à totaliser le montant des titres de recettes qu'il a perçus, donc l'argent qui est rentré, et le montant de mandats émis qu'il a payé. Et on équilibre les deux. Il paye comme ça, il ne vérifie pas, il paye comme ça. Mais non, j'ai d'abord dit qu'il doit vérifier. Mais je dis que son travail consiste à vérifier si les mandats préparés par l'ordonnateur correspondent bien à des dossiers, enfin, dans les règles. Il doit les contrôler, il peut les refuser de les payer s'il trouve que les dossiers ne sont pas corrects. En tout cas, il les paye. Et puis, à la fin de l'année, il produit un compte de gestion
dont on doit remettre à chaque élu. J'ai eu un extrait, en tout cas j'ai eu le tableau récapitulatif, et j'ai voté le compte de gestion. Mon groupe a voté ce compte de gestion. C'est-à-dire qu'il a donné le total de ce qu'il a reçu et le total de ce qu'il a payé. Voilà. Et il dit, voilà, bon, j'ai un excédent de 15 millions. Et puis, il y a autre chose, qui est le compte administratif. Et j'essaie de faire simple pour que les auditeurs comprennent. L'ordonnateur, c'est-à-dire le président de région, émet des mandats au fur et à mesure. Il engage les dépenses, c'est-à-dire il passe les commandes, ou bien il passe les commandes de marché, il fait voter les subventions, il promet des aides, et au fur et à mesure, il fait des mandats. Et puis qu'on arrive au 31 décembre, il y a un certain nombre d'engagements d'argent qu'il a engagés qui ne sont pas mandatés. Il n'a pas encore fait le mandat. Et c'est ça qu'on appelle les restes à payer. Ça, là-dessus, le payeur n'a aucun contrôle. Ça s'appelle, c'est au niveau de l'ordonnateur. On nous dit dans les comptes qu'on nous a remis que sur les 15 millions d'excédents qui restaient dans les comptes, il restait 13 millions, disons, de mandats à établir et à payer sur 2014. Alors, lorsqu'on enlève les sommes qui restent à payer, des 15 millions, on arrive au fameux 1,8 million que vous avez appelé l'excédent du compte administratif. Le problème, c'est que le président doit nous donner des documents pour que nous puissions vérifier s'il n'a laissé aucune facture dans les tiroirs. S'il a vraiment pris en compte tous les dépenses qui restent à payer. Et nous avons pu faire la preuve pendant la plénière qu'il y avait au moins 2 factures qu'il n'a pas prises en compte. 2 restent à payer. J'ai donné comme exemple premièrement, un terrain de plus de 12 hectares qui était acheté des mains de la ville de Sainte-Marie pour un peu plus de 4 millions. Le président de la région s'était engagé à payer cette somme en 2 fois. Et en tout cas, le solde, le dernier versement, devait intervenir avant le 15 décembre 2014. Et nous avons vu qu'au 15 décembre 2014, il n'avait pas payé l'intégralité des sommes qu'il devait à la commune de Sainte-Marie. Il restait à lui payer 1 170 000 euros, qui devrait être normalement déduit de 1,8 million. Et puis, vous avez découvert dans un autre dossier qui venait immédiatement après le vote du compte administratif, qui est le déficit du campus carabéen des Arts. Le conseil régional est le principal financeur de ce campus carabéen des Arts. Le président de la région a approuvé un programme fait par Mme Yvette Gallo, qui était la présidente du campus carabéen des Arts à ce moment-là, et ce campus a terminé en déficit. Normalement, la région devait couvrir ce déficit-là. Ça n'a pas été fait. Donc, lorsque l'on regarde toutes ces sommes que la région devait payer en 2014, si on le déduit de l'excédent, on voit qu'en réalité, la région est en déficit. Est en déficit de 238 000 euros. J'ai fait le calcul précisément. Et le payeur régional n'a pas vu ça. Mais non, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir. Mais non, puisque tant que les mandats, il faut bien comprendre les choses. Oui, non, mais tant que les mandats ne sont pas établis par l'ordonnateur, c'est-à-dire par le président de région, et transmis au payeur, le payeur n'a pas connaissance de ça. Le payeur n'a connaissance que des engagements qui ont fait l'objet d'un mandatement. C'est les mandats qu'il a payés. Maintenant, pour être précis sur ce point, est-ce que vous voulez nous dire que Serge Letchimy et sa majorité ont masqué les chiffres? Ils ne nous donnent pas les documents. Ils masquent les chiffres. C'est bien ce que vous dites. Mais je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'il y a une série de SEM, Sociétés d'économie mixte, de sociétés publiques locales, d'associations, des satellites. Ils sont plusieurs dizaines qu'ils ont été créés. Eh bien, théoriquement, au moment de la remise des comptes administratifs, dans les annexes, on doit nous donner aussi les comptes de ces sociétés d'économie mixte, que nous puissions savoir comment ces sociétés-là sont, si elles sont en excédent, si elles sont déficitaires. Parce que comme la région est actionnaire de ces différents satellites, la région est obligée de couvrir les déficits. Eh bien, ces documents ne nous ont pas été transmis. On nous a dit simplement qu'ils sont à la disposition dans un bureau d'un fonctionnaire. Or, nous sommes un groupe de 12 élus. Nous faisons un travail collectif. Nous exigeons qu'on nous remette les documents. Je suis élu dans d'autres collectivités. Dans les autres collectivités, sans leur rendre hommage, ils sont dirigés par la même famille politique.
Mais en tout cas, nous constatons... hommage à la gestion SAMU et la gestion... Mais en tout cas, on nous communique les documents. Tous les satellites, que ce soit l'Office du tourisme, l'Office des sports, la Caisse des écoles, la Caisse communale d'action sociale, j'ai tous les documents. Des documents. On ne le communique pas. Et d'ailleurs, si vous suivez toutes les plénières, vous avez dû voir une première fois que nous l'avions réclamé à Coriacri, on nous a promis qu'on nous le donnerait, et puis nous avons constaté qu'on ne nous les a pas donnés. Et bien c'est dans, justement, ces satellites-là, comme à la mairie de Fort-de-France, où il y a un satellite qui s'appelle CERMAC, que nos camarades qui sont conseillers municipaux ont découvert que le déficit du CERMAC n'avait pas été couvert par la ville. Très bien. Alors, puisque vous connaissez la mairie de Fort-de-France. Donc il y a un déficit masqué. Est-ce que vous considérez... Et ça, le payeur ne peut pas le voir. Est-ce que vous continuez à dire que la mairie de Fort-de-France est en déficit, en faillite Non, le terme que mes camarades ont utilisé, que je reprends, Francis Carole, le déficit est masqué. Masqué. Alors, dites-moi masqué, chose. parce que... Vous avez été salarié à Fort-de-France pendant de longues années. Est-ce qu'il vous est arrivé un seul mois où vous n'avez pas reçu votre salaire à cause d'un déficit masqué? Alors, quand j'étais fonctionnaire, j'avais une obligation de réserve. Mais par contre, je m'exprimais comme... La question est claire. Mais écoutez, je vais vous dire, je m'exprimais comme syndicaliste. J'étais secrétaire adjoint de la section CSTM. Il nous est arrivé de faire grève, notamment parce que le personnel non titulaire, parce qu'il y avait à la mairie de Fort-de-France à l'époque 2 trains de salaire. Il y avait les titulaires, évidemment, on les payait. Moi, j'étais titulaire, je recevais, mais nous avions des camarades qui étaient non titulaires et qui avaient des difficultés parfois pour recevoir leur salaire. Et il y a eu des grèves en 1978. Vous pouvez aller regarder les archives et voir ça. Donc la ville a toujours eu des difficultés parfois. En 78, ça a été très grave parce qu'il y a une grosse grève avec mon camarade Géril, parce que la solution qui a été préconisée était de licencier à cette époque tous les employés municipaux qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de Fort-de-France. C'était le critère qui avait été retenu pour les licencier. Et ça avait déclenché, nous avions déclenché une grève qui a fait que le maire a dû revenir sur cette intention-là. Et messieurs, on va revenir, on va refermer la parenthèse. C'est un point d'histoire. Et du mariage. Oui, mais j'ai refermé la parenthèse. On va essayer de faire un peu de politique liée à l'analyse financière que vous faites. Le caractère extrêmement orthodoxe de certain nombre de principes que vous défendez, comme d'autres d'ailleurs. Quel, par exemple? Le principe du non-recours systématique à l'emprunt. Non, monsieur, ça c'est des refrains que vous reprenez depuis quelque temps. Nous n'avons jamais dit ça. Non, mais nous n'avons jamais dit ça. Laissez-moi finir ma question. Mais non, mais il faut pas m'attribuer. Il va dire ce qu'il dit. Il faut pas nous attribuer. Non, mais je ne conteste pas. Vous ne contestez pas ce que vous dites. D'accord. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma question. À vous avouer. Ce que moi je traduis comme par caractère orthodoxe, c'est par opposition avec ce que vous dénoncez comme étant un recours systématique. Voilà, c'est pour ça que je crois. Laissez-moi aller plus loin. Il semblerait malgré tout que vous en faites un point majeur de votre argumentaire, mais que, et vous parlez de référence historique, apparemment ça ne marche pas sur le plan électoral. Par exemple, une extrême prudence budgétaire, comme ça a été le cas à Rivière-Pilote, n'a pas entraîné la reconduction du maire de Rivière-Pilote, par exemple, qui a été battu, et une extrême prudence budgétaire de la région entre 2004 et 2010. Vous avez souligné cette prudence budgétaire. Non, je suis pas d'accord avec l'analyse. Attendez. En tout cas, elle diffère de manière très nette, cette politique budgétaire, elle diffère de manière très nette avec la politique menée, et malgré ça, Alfred Marie-Jeanne a été battu. Alors, la question que j'ai à vous poser est la suivante. Est-ce que ça marche auprès des électeurs de dire qu'il vaut mieux être prudent en matière de recours à l'emprunt plutôt que d'en faire une arme économique? Bien. D'abord, il n'y a ni orthodoxie, ni prudence. Notre position vis-à-vis de l'emprunt, on doit faire des dettes bancaires pour investir dans des projets dont on a la maîtrise. Et là, en l'occurrence... Attendez. Le conseil régional, sur Alfred Marie-Jeanne, a contracté des emprunts. Nous avons... Total, est-ce que vous pourriez comparer? Mais je vais vous comparer. Donnez-nous les chiffres. Mais vous allez voir. Oui. Nous avons construit pendant les 2 mandatures 3 lycées. Ducos, Bellefontaine, et nous avons reconstruit le lycée André Aliquer. Nous avons construit un CFA BTP. Je connais bien cette affaire. J'étais à la tête de la commission BTP. Alfred Marie-Jeanne a contractué des emprunts pour cela. Mais nous avions une stratégie
qui était que nous travaillions pour la fusion des deux collectivités. Et nous avions le souci d'arriver à la collectivité territoriale de Martinique avec une enveloppe d'emprunt le plus faible possible pour justement laisser une marge de manœuvre. Cette stratégie, vous l'avez développée sur combien d'années? Mais nous l'avons développée... Sur 12 ans? Alors, non, monsieur. Comment? Je croyais que vous étiez un fin observateur de la vie politique. Vous venez de me dire sur 2 mandatures. Sur 2 mandatures. Non, ce que je viens de dire, que sur les 2 mandatures, nous avons construit des infrastructures. Et nous avons, par exemple, construit toute une série, 17 gigatoires, et mis à 2 fois 2 voies, de très grands linéaires de RN. Est-ce que vous avez un chiffre nous avons, au total, ça représentait combien nous avons contractué des emprunts. Pour un montant de combien? Attendez. Je ne vais pas vous donner les chiffres, je n'ai pas tout en tête. Mais pourquoi? Mais attendez, mais vous ne me donnez pas la possibilité de répondre. Je dis qu'on a pratiqué des emprunts à des taux bien plus bas que ce que pratique actuellement l'actuelle gouvernance. Non, la stratégie vis-à-vis de l'emprunt, je vous rappelle que lorsque nous arrivons en 92, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous participons, nous soutenons le président Capgras. Il y a eu un plan de redressement de la région très sévère qu'il a fallu prendre. Il a fallu contracter les emprunts à des taux de 2 chiffres, des taux d'intérêt de 2 chiffres. C'était des fonds de pension américains qui mettaient des conditions très dures. Lorsqu'en 98, Marie-Jeanne arrive, le redressement n'est pas encore tout à fait achevé, mais on a des taux très élevés. Eh bien, il va renégocier la dette. Il va faire de nouveaux emprunts avec des taux plus bas pour payer des emprunts qui étaient là avec des taux d'intérêt très élevés parce que ça coûtait beaucoup de frais financiers. Ensuite, au fur et à mesure que nous avions besoin d'argent pour faire les investissements que j'ai décrits, il a fait des emprunts. Mais nous avions fait une planification parce qu'en 2012, c'est l'accord qui avait été pris avec le président Sarkozy. En 2012, on devait faire la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Nous avions observé que notre camarade partenaire qui dirigeait le conseil général, avait dû, pendant la période où la région n'avait pas la possibilité d'investir, fait des plans de relance pour relancer le BTP. Oui. Il avait contractué des emprunts. Nous avions l'information. Et notre objectif, c'était d'arriver en 2012, lorsqu'on allait additionner les 2 endettements, que ce soit tolérable pour la population. Ce que je voulais, c'est que vous puissiez... Non, mais attendez, je fais une comparaison. L'aide chimie arrive en 2011. Il trouve justement une région en bonne santé financière et il veut, d'abord, il obtient du président de la République française de l'époque que l'on décale la date, qu'on recule la date de la mise en place de la collectivité. Et je me rappelle une phrase qu'il a dite une fois sur un média, il faut qu'il ait le temps de faire ses preuves. Donc il va puissamment faire des emprunts, à la fois pour réaliser des projets. Alors, il n'a aucun projet qui est à lui. Tous les projets qu'il a réalisés, c'est des projets que nous avions lancés. Vous ne répondez pas à ma question. Attendez, il va faire également autre chose. Il va emprunter de l'argent pour aider ses amis politiques. Est-ce que vous savez que tous les plans de relance qui a consisté en fait à financer les projets d'une série de communes proches du PPM ont été financés avec de l'emprunt régional? Vous pouvez. Cette Marie a été. Non, maintenant, je parle de cette Marie. Je parle de la mairie de Fort-de-France. Le plan de relance. Je parle de la mairie de Fort-de-France. Monsieur qui a des difficultés. Eh bien, on l'a aidé puissamment. Je peux parler de la mairie du Carbet où on a même financé les projets à 98%. On va résumer. On va résumer, il nous reste peu de temps. Donc, la région a emprunté de l'argent pour aider ses amis politiques. Alors, derrière Marie-Cette, vous avez donc, on va considérer que la région. Et je dis que le taux d'endettement actuellement, le taux d'engagement va peser lourdement, ça va additionner. Alors, non, là où je ne suis pas d'accord avec l'analyse du payeur, il a fait une analyse technique qui a constaté de regarder la capacité de financement de la région tout seul. Mais nous faisons de la prospective, nous additionnons le département et la région. Qu'est-ce que vous avez prévu? La région, selon vous, aujourd'hui, la future collectivité est déjà, les finances sont déjà plombées. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme pour désendetter cette future région? Je rappelle par exemple que Dominique Perben avait proposé à l'ancien ministre du Dom-Tom, à Émile Capgras, à l'époque, d'augmenter la taxe de l'aéroport, d'augmenter la taxe sur les carteurs grises, par exemple. Qu'est-ce que vous avez prévu? Comme la région, la future région est déjà, la future collectivité, elle est déjà tellement endettée, selon ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme pour la désendetter?
Alors, depuis 2011, nous cessons de nous battre pour freiner cet endettement. Mais c'est déjà là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais attendez, vous allez voir notre logique. D'abord, nous sommes arrivés à faire renoncer à une série de dépenses. Je rappelle que le président voulait à la fois louer dans un premier temps et puis ensuite acheter 2 niveaux de la tour de la Pointe-Simon. Et nous avons mené campagne et il a renoncé. Une série de gaspillages qu'il comptait faire, nous l'avons dénoncé, il a renoncé. Donc nous avons déjà un peu limité la casse. Bien, alors, future assemblée. Deuxièmement, lorsque nous allons arriver, nous allons appliquer la même rigueur que nous avons appliquée de 98 à 2010. Mais pour les endettés, comment vous allez faire? Parce qu'elle est super endettée, la région, là, aujourd'hui. Je n'ai pas utilisé le terme de super endetté. J'ai dit que il faut vous me prêter des propos que je n'ai pas formulés. J'ai dit super endetté, vous avez entendu ça? Je prends les auditeurs à l'écoute. Je dis que le taux d'endettement va venir s'additionner au taux d'endettement du Conseil général et cette somme-là, ça va peser lourd sur les Martiniquais. Bien. Donc, nous serons obligés de revoir un certain nombre d'engagements qui sont heureusement restés à des engagements. Par exemple, le président avait dans son programme de faire 17 zones d'aménagement économique, les ZAE. Pour le moment, heureusement, il n'en a fait aucun. Il y avait un par la CACEM à Choco-Choisy, c'est pas la région, qui a des difficultés à se vendre, puis il y a un autre qui est fait par la CEMAF pour le compte de la CACEM à Étang-d'Abricot, qui peine à émerger. Donc il va falloir reprogrammer ces affaires-là. Il va falloir arrêter toute une série de gaspillages financiers. Tous ces satellites que l'on a créés qui sont très budgétivores, le budget de fonctionnement a considérablement augmenté. Le budget de communication pour financer tous les médiateurs, il y a des économies à faire là-dessus. Nous le disons franchement. Ce que nous n'allons pas arrêter, c'est l'injection de financement pour permettre au secteur du BTP, pour le secteur économique productif, de se développer. Mais par contre, toute une série de gaspillages dans les crédits de fonctionnement, mais nous allons devoir revoir ça à la baisse parce qu'il y a du gaspillage financier et ça se traduit par des impôts payés par des Martiniquais. Alors, est-ce que vous pourriez malgré tout répondre à ma question? Je vous en prie. Est-ce que vous pourriez... Je ne suis pas contre l'emprunt. D'accord, non, mais c'était pas ça ma question. Bien. Ma question, c'était ça, la question. Est-ce que cette rigueur budgétaire, appelons ça comme ça, cette philosophie marche sur le plan électoral? En tout cas, nous avons constaté, et j'en appelle aux électeurs, qu'au Lamentin, on a à un moment donné explosé les dépenses. Résultat, en 2014, il a fallu augmenter les impôts de plus de 15%. Mais au Lamentin, vous n'avez pas été suivi. Hein? Mais non, c'est pas ça. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Le maire n'a pas réuni la commission des finances de janvier à mars 2014. Pendant la campagne électorale, il n'a jamais parlé d'augmentation d'impôts.